Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, le président Uhuru Kenyatta est-il sur la sellette ? Eh bien, une procédure devant le Parlement pour destituer le chef de l'État kényan a été annoncée par l'Association des avocats qui estime que ce dernier rend la Constitution caduque. Explication dans ce journal. Ali Kochab pourra enfin répondre de ses actes. Le chef de milice Darfouri a été transféré ce mardi à la Cour pénale internationale où il doit être jugé pour les crimes commis au Darfour entre 2003 et 2004. Et puis, c'est un des plus beaux souvenirs des amoureux du ballon rond au Cameroun, la Coupe du Monde 1990 sur laquelle les Lions indomptables ont fait souffler un vent d'euphorie. Retour en images sur cette belle épopée en fin d'édition. Mais tout d'abord, la disparition d'une figure de la vie politique gabonaise, Emmanuel Isosé Gondé, ancien Premier ministre, est décédé dans la nuit du 10 au 11 juin après avoir été placé en soins intensifs pour complication d'une crise d'asthme. Il avait fait son entrée au sein du gouvernement gabonais en 2009 en tant que ministre de l'Énergie. Il a ensuite occupé plusieurs postes clés. Celui de ministre des Relations avec le Parlement, du budget, de la fonction publique et des affaires étrangères jusqu'à sa nomination le 28 septembre 2016 au poste de Premier ministre, un poste qu'il perdra en janvier 2019, 3 mois après l'accident cardiovasculaire du président Ali Bongo Ondimba. Emmanuel Isosé Gondé était âgé de 59 ans. Au Kenya, le torchon brûle entre le président Uhuru Kenyatta et le pouvoir judiciaire. Ce lundi, le président de la Cour suprême a rendu publique une déclaration dans laquelle il accuse le chef de l'État d'avoir ignoré les injonctions des tribunaux. Une déclaration qui fait référence à la nomination, toujours en attente, de 41 nouveaux juges. On fait le point tout de suite avec Kamesh Katapoul, commenté par Ange Bijonomagno. Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta se retrouve dans le collimateur du pouvoir judiciaire. Le chef de l'État fait en effet l'objet d'une déclaration rédigée par le président de la Cour suprême, David Maraga. Un document dans lequel le président est accusé d'avoir ignoré les injonctions des tribunaux. L'origine de ces accusations, la nomination en juillet 2019 de 41 nouveaux juges par la commission du service judiciaire. Une nomination que le chef de l'État refuse toujours de valider, estimant que certains d'entre eux ne sont pas intègres. En principe, le président de la République outrepasse ses fonctions en s'opposant à la nomination de ces juges de la Cour suprême. Le problème, il est partout en Afrique où les présidents de la République en général cherchent à nommer des juges constitutionnels ou de la Cour suprême ou du Conseil d'État qui leur soient favorables. Convoqué à des audiences à plusieurs reprises, le président Uhuru Kenyatta ne s'y est jamais présenté. Des absences qui ont entraîné, selon David Maraga, une quasi-paralysie des audiences. Excédée, l'association des avocats du pays s'est elle aussi insurgée contre l'attitude du chef de l'État. Selon elle, le président aurait rendu la Constitution caduque. En signe de protestation, le chef de l'association Nelson Avi a annoncé qu'il allait lancer une procédure devant le Parlement pour destituer le président. Les juges de la Cour suprême qui pensent lancer une destitution du président de la République pourront ou non réussir en fonction de l'indépendance ou non du pouvoir législatif au Kenya. La nomination de nouveaux juges doit pourtant se faire de manière impérative. Actuellement, la Cour d'appel ne comprend que 15 juges, alors que 7300 affaires doivent encore être traitées. Au Tchad, le chronogramme électoral est caduc. La commission électorale a en effet annoncé un nouveau report des élections législatives en raison du coronavirus qui a engendré un retard dans le recensement des électeurs. Il s'agit du 5e report depuis 2015 et pour l'heure, aucune date n'a été fixée. L'enjeu est pourtant important puisque l'actuelle Assemblée nationale, très largement dominée par la majorité présidentielle, avait été élue en 2011 pour une durée de 4 ans. Les détails avec Amesh Katapoul et Nathalie.
Nouveau report des élections législatives au Tchad, initialement prévu en 2015. Le scrutin qui devait se dérouler le 13 décembre 2020 ne pourra finalement pas avoir lieu. Le processus de recensement des électeurs a accumulé du retard en raison de la crise sanitaire. Pour le moment, aucune date précise n'a été annoncée. Le président de la CENI, Kodi Mahamad Bam, précise qu'elle doit être fixée par les responsables politiques issus de la majorité et de l'opposition. Les élections législatives du 13 décembre 2020 ne pourront avoir lieu. L'épidémie de coronavirus a fait prendre du retard au processus de recensement des électeurs et l'actualisation du fichier électoral est impossible à faire lors de la saison des pluies. C'est la 5e fois que les élections législatives sont reportées au Tchad. Des reports justifiés par le président Idriss Déby qui avait évoqué d'une part des raisons économiques. L'organisation de ces élections avoisinait en effet les 70 milliards de francs CFA, une somme dont ne disposait pas l'État à l'époque, et d'autre part, le chef de l'État tchadien avait énoncé des raisons sécuritaires, notamment la menace terroriste de Boko Haram qui intensifie les attaques dans la région du lac Tchad. Au vu des raisons évoquées, il apparaît évident que c'est une incertitude qui plane sur le calendrier électoral, surtout que l'organisation de ces élections couplées demande des financements importants. On s'imagine que cela va être difficile d'organiser 2 élections. Actuellement, l'Assemblée nationale est largement dominée par le parti présidentiel, le mouvement patriotique tchadien. La dernière élection législative date de 2011. Il aura fallu du temps pour lui mettre la main dessus. Ali Kouchab, recherché depuis 2007, a été transféré à la Cour pénale internationale après s'être rendu à la justice dans une ville centrafricaine proche de la frontière avec le Soudan. Il doit être jugé pour les actes commis lors de la guerre du Darfour. Plus de précisions avec Amesh Katapoulé, commenté par Philomène Tine. C'est une victoire pour la Cour pénale internationale. Ce 9 juin, Ali Mohamed Al-Abd Al-Rahman, plus connu sous le nom d'Ali Kouchayab, a été transféré de Bangui à La Haye dans un vol militaire affrété par la France. Le chef de milice Janjaweed, lié au régime de l'ancien président déchu Omar El-Béchir, était recherché par la CPI depuis 2007 pour son implication lors de la guerre au Darfour. Ali Kouchaïb aurait en 2003 et 2004 enrôlé, armé, financé et approvisionné les Janjaweeds placés sous son commandement et participé personnellement à certaines attaques contre les civils. Ali Kouchayab fait l'objet de plusieurs chefs d'accusation, dont 22 pour crimes contre l'humanité et 28 pour crimes de guerre. Surnommé le colonel des colonels, le chef de la milice soudanaise avait pour mission de neutraliser les rebelles. À la tête de plusieurs milliers d'hommes, il aurait ainsi dirigé des attaques visant plusieurs villages de l'ouest du Darfour, dont Kodom, Bindichi ou encore Moukdjar. Il est également accusé d'avoir perpétré des exactions contre des populations soupçonnées de soutenir ces mouvements rebelles. C'est une avancée réelle dans le cas de la justice pénale internationale. Le fait qu'aujourd'hui ce dernier soit transféré, comment établir alors la culpabilité de ce personnage, sachant que la Cour pénale internationale a déjà des précédents? Est-ce que le Soudan va véritablement collaborer avec cette organisation internationale? En arrêtant Ali Kouchab, en réalité, c'est une avancée réelle par rapport à l'état de droit au plan international. La justice soudanaise va se contredire en elle-même. En 2005, la CPI avait ouvert une enquête sur les crimes du Darfour après avoir été saisie par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Depuis, 7 mandats d'arrêt ont été émis, 4 contre plusieurs personnalités issues du régime d'El-Béchir, incluant l'ancien président déchu, et 3 contre des rebelles du Darfour. L'Afrique semble échapper au pire sur le plan sanitaire, mais sur le plan économique, en revanche, l'impact du Covid-19 est palpable. Le secteur agricole, notamment, paie un lourd tribut. Le manque à gagner en matière d'exportation agricole pourrait se chiffrer à plus de 5 milliards de dollars en 2020, selon un rapport du cabinet McKinsey. Les détails avec Naïle Club d'Ebessa. Les exportations agricoles en Afrique seront fortement impactées par la crise sanitaire mondiale en 2020. Selon un rapport publié le 5 juin par le cabinet McKinsey, ce secteur pourrait enregistrer près de 5 milliards de pertes
en raison de la perturbation de l'offre et de la demande liée au coronavirus. Toujours d'après les prévisions du même rapport, ce contexte se justifie du fait que 80% des exportations agricoles africaines sont dirigées vers des régions comptant parmi les plus affectées par la pandémie. Si la pandémie reste encore à pousser les États africains à fermer les frontières sur les 2-3 prochains mois, je suis convaincu qu'on serait passé de 5 milliards de pertes d'exportation dans le secteur agricole à pratiquement 6, 7, 8, pourquoi pas 10 milliards de dollars de pertes d'exportation agricole. Le rapport du cabinet McKinsey indique également que les fruits, les légumes et les noix pourraient enregistrer un manque à gagner compris entre 500 millions et 2 milliards de dollars en raison d'annulation des commandes, du blocage des cargaisons et des pertes post-récolte. Le cacao, quant à lui, devrait voir ses exportations diminuer jusqu'à 2 milliards de dollars. Les exportations de café pourraient enregistrer une perte de 200 millions de dollars. Que cela sonne dans le tocsin d'une révolution industrielle en Afrique qui irait dans le sens de développer des technologies de conservation post-agricole. Que nous soyons capables également de développer des techniques, d'innover, de développer des technologies qui puissent nous permettre donc d'assurer des conservations post-agricoles. Au milieu de l'incertitude pendant la pandémie du Covid-19, l'adéquation de l'offre à la demande devient un problème majeur, en particulier compte tenu des goulots d'étranglement logistique résultant des fermetures et des mouvements restreints. Pour les experts, cette situation risque d'aggraver le problème des pertes alimentaires, qui est le problème majeur dans toutes les chaînes de valeur alimentaire africaines avant la pandémie. Dans le reste de l'actualité, c'est un signal fort envoyé par les autorités camerounaises dans le cadre de la lutte contre l'impunité. 3 soldats ont été placés sous mandat de détention provisoire à la prison militaire de Yaoundé. L'annonce a été faite ce mercredi par le porte-parole de l'armée, le colonel Cyril Atonfak Nguemo. Ils ont été inculpés d'assassinat de plusieurs civils le 13 février dans le village de Ngarbou, dans la région du Nord-Ouest. Notons que cette mise en accusation intervient près de 2 mois après les conclusions du rapport d'enquête commandité par le président de la République, Paul Biya. C'est une date à jamais gravée dans la mémoire des passionnés de football au Cameroun. Il y a 30 ans, les Lions indomptables ont créé la sensation en venant à bout de l'Argentine, championne du monde en titre. Lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde, un mondial au cours duquel le Cameroun a réalisé une prestation historique jusqu'au quart de finale. Il était une fois le 8 juin 1990 avec Neil et Claude Bessa. La Coupe du Monde de 1990 en Italie a créé tant de souvenirs et de surprises pour les spectateurs du monde entier. Le 8 juin 1990, le Cameroun sidérait la planète football en battant l'Argentine de Diego Maradona, alors championne du monde en titre. Une victoire rendue possible grâce à un but légendaire de François Omambiyik. C'est à 9 que les Lions indomptables, présentés comme outsiders, se sont imposés face à l'un des favoris de cette compétition, l'Abi Céleste de l'Argentine, au stade San Siro en Italie. Une prouesse restée vive 30 ans après dans les cœurs des Camerounais. À l'époque, les joueurs camerounais étaient très compétitifs, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui. Les Argentins avaient pris un peu les Camerounais de haut. L'entraîneur de l'équipe d'Argentine de l'époque, Carlos Vilado, était venu superviser l'équipe des Lions indomptables 3 mois plus tôt à la CAN en Algérie. Il avait estimé au bout d'une mi-temps, alors que le Sénégal dominait le Cameroun, ils allaient faire du Cameroun une simple bouchée. La 14e édition de la Coupe du Monde de football en 1990 fut un tournoi mémorable pour les nations africaines. Les Lions indomptables sont venus à bout de la Roumanie lors de leur 2e sortie sur un score de 2-0, validant ainsi leur ticket pour les 8e de finale. Malgré leur défaite 4-0 face à l'URSS, le Cameroun parvient à vaincre la Colombie 2-1 grâce à un doublé de Roger Mila et devient la première nation africaine à atteindre ce stade de la plus prestigieuse des compétitions sportives. Même si l'aventure s'arrêta en quart de finale, perdu contre l'Angleterre 3-2 en prolongation, le Cameroun avait créé la sensation lors de cette compétition. Pour l'instant, il est très difficile pour la génération actuelle, même d'abord de se qualifier pour une phase finale de Coupe du Monde. Depuis 2011, il n'y a pas eu de championnat de jeunes au Cameroun. Du coup, la sélection nationale du Cameroun est constituée pour la plupart des joueurs évoluant essentiellement en Europe, qui sont parfois des joueurs pour certaines des secondes zones. Il va falloir pour cela qu'un véritable travail de fond soit fait dès la base
pour former les joueurs. Le Cameroun a disputé le plus grand nombre de matchs d'une équipe africaine dans l'histoire de la Coupe du Monde de la FIFA, soit 23 matchs. À noter que depuis 2002, 2 autres nations africaines ont réussi à accéder en quart de finale. Il s'agit du Sénégal lors de l'épopée Corée-Japon 2002 et du Ghana en 2010 dans une Coupe du Monde organisée en terre africaine, une première. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.